Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Dans une première vidéo à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur ce lien, je vous ai présenté 5 erreurs que vous pourriez commettre sans vous en rendre compte et qui vous empêchent de perdre de la graisse. Cette liste n'est pas complète car il y a au moins 5 autres erreurs que vous pourriez commettre involontairement et qui annihilent littéralement vos efforts visant à perdre du gras. Je vous les présente dans cette vidéo, let's go! Erreur numéro 6. Vous pensez que le cardio est le meilleur sport pour perdre de la graisse. Il s'agit probablement de l'idée reçue la plus répandue en ce qui concerne la perte de gras. Croire que faire du cardio est la voie royale pour en perdre. Que nenni! Le cardio n'est pas la meilleure activité physique pour perdre de la masse grasse. Par cardio, j'entends d'aligner des heures de sport souvent bien chiantes d'intensité légère à modérée sur un tapis de course, un vélo, un elliptique, un Stairmaster, etc., etc. En faire représente certes un très bon moyen de brûler plus de calories, donc d'accélérer votre perte de poids, mais cela ne constitue en rien le meilleur moyen de stimuler votre perte de gras. J'en veux pour preuve plusieurs études scientifiques ayant comparé les effets brûle-graisse du cardio par rapport à celui d'entraînement à haute intensité type High Intensity Training, Circuit Training ou CrossFit. Par exemple, dans le cadre d'une étude publiée en 2008, des jeunes femmes ont effectué un programme d'entraînement à haute intensité à raison de 3 séances de 20 minutes par semaine. Leur programme consistait en un sprint de 8 secondes suivi de 12 secondes de cyclisme à faible intensité, des cycles répétés durant 20 minutes. En parallèle, un autre groupe de femmes a fait du vélo statique à intensité modérée, autrement dit du cardio, durant 40 minutes et ce également 3 fois par semaine. Après 15 semaines d'intervention, les résultats de l'étude ont montré que les femmes qui se sont entraînées à haute intensité ont perdu en moyenne 2,5 kg de graisse sous-cutanée en plus que celles qui ont suivi le programme cardio à faible intensité, en plus de constater une amélioration significative de leur santé. Cela ne veut bien évidemment pas dire que le cardio est mauvais pour perdre de la graisse, cela veut simplement dire que contrairement aux idées reçues, ce n'est pas l'activité physique par excellence pour en perdre. Si vous souhaitez maximiser votre fonte adipeuse, plutôt que de faire 1 heure de tapis par jour tous les jours, je vous recommande vivement d'effectuer 2 à 3 entraînements à haute intensité par semaine de 30 minutes à 1 heure maximum. Idéalement, vous effectuerez ces séances sous la forme de circuits d'entraînement en résistance afin de stimuler en même temps le développement de votre masse musculaire. N'oubliez pas en effet que plus votre masse musculaire est développée, plus votre métabolisme devient énergivore, ce qui se traduit par une majoration de vos dépenses énergétiques, lesquelles favorisent à leur tour votre perte de masse grasse. Erreur numéro 7. Vous quantifiez et répartissez mal vos macronutriments. Alors là, nous commençons à aborder des erreurs un peu plus spécifiques. Parmi les erreurs qui pourraient expliquer pourquoi vous n'arrivez pas ou plus à perdre de la masse grasse, l'une des principales serait de mal quantifier vos macronutriments, autrement dit de mal répartir vos apports journaliers en protéines, en lipides et en glucides. Le hic, c'est qu'il n'existe pas une répartition optimale des macronutriments valable pour tous et pour toutes en tout point et en tout temps. Pour qu'elle soit optimale, la répartition des macronutriments doit être individualisée puisqu'elle dépend de votre âge, de votre morphotype, de votre niveau d'activité physique, du type d'activité physique que vous pratiquez, ainsi que de vos besoins spécifiques à un instant T. Pour simplifier, on distingue généralement 3 grands morphotypes, c'est-à-dire 3 grands types de morphologie humaine, pour chacun desquels une répartition idéale des macronutriments a été établie. En fonction du morphotype dont vous vous rapprochez le plus, voici la quantité idéale de protéines, de lipides et de glucides que vous devriez consommer chaque jour. Si vous êtes plutôt ectomorphe et que vous cherchez à perdre un peu de graisse tout en gagnant des muscles, votre alimentation devrait idéalement comprendre 20 à 25% de protéines, soit 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, 20 à 25% de lipides et 50 à 60% de glucides. Si vous êtes plutôt mésomorphe et que vous cherchez à sécher tout en gagnant ou conservant du muscle, votre alimentation devrait idéalement comprendre 25 à 30% de protéines, soit 1,8 à 2 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, 20 à 25% de lipides et 50 à 55% de glucides. Enfin, si vous êtes plutôt endomorphe et que vous cherchez à perdre un maximum de graisse tout en conservant du muscle, votre alimentation devrait idéalement comprendre 30 à 35% de protéines, soit 2 à 2,4 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, 30 à 35% de lipides et 30 à 40% de glucides. Avant de conclure ce point, je tiens à mentionner que ces répartitions ne sont là qu'à titre indicatif. Il ne s'agit en rien de prescriptions figées et encore moins de paroles d'évangile.
N'hésitez donc pas à les adapter en fonction de vos préférences alimentaires, de votre mode de vie et de vos besoins spécifiques à l'instant T. Erreur numéro 8. Vos écarts alimentaires sont de trop grands écarts. En règle générale, 90 et pour ne pas dire 100% des plans alimentaires vendus sur le web et ou proposés par les nutritionnistes prévoient un écart alimentaire hebdomadaire, plus connu sous l'expression anglophone de cheat meal. Le cheat meal, c'est le fameux repas plaisir de la semaine où vous pouvez manger ce que bon vous semble. Votre alimentation est quadrillée durant toute la semaine, mais pour ce seul repas, vous avez généralement quartier libre. Sauf que justement, chez certains, ce quartier libre se transforme en région et pour ne pas dire en état libre. Prenons un exemple. Baptiste suit un régime hypocalorique depuis plusieurs semaines. Voici son bilan énergétique journalier ainsi que son bilan énergétique cumulé à la fin de la semaine. Comme vous pouvez le constater, Baptiste a fait du bon travail cette semaine puisqu'il a réussi à dépenser plus de calories qu'il n'en a consommé. Son solde énergétique est donc déficitaire en calories avec un débit de 2100 kcal qu'il devrait pouvoir soustraire de son capital de masse grasse. Sauf que nous sommes dimanche et que chaque dimanche après-midi, Baptiste a droit à son cheat meal de la semaine. Et que ce cheat meal, Baptiste aime le faire chez ses potes en grignotant des pizzas et en buvant de la bière la plupart du temps devant une partie de FIFA sur PS4. Ce dimanche après-midi début de soirée, Baptiste a bu 3 bières de 33 centilitres, grignoté quelques poignées d'apéritifs, mangé l'équivalent d'une pizza aux 4 fromages de taille moyenne et s'est même offert le kiff d'une crème glacée aux Oreos en dessert. Voici le montant de sa facture énergétique pour ce seul repas apéritif. 2570 calories. Comme vous pouvez le voir, en un seul cheat meal, Baptiste vient d'effacer la totalité de son solde calorique et donc de compromettre une semaine entière d'efforts et de sacrifices alimentaires. Et il n'est pas le seul à commettre ce genre d'erreur. En réalité, son cas est des plus courants. En s'autorisant à tout pour leur cheat meal hebdomadaire, de nombreuses personnes transforment leur écart alimentaire en grand écart, annihilant par là même des jours entiers de restrictions caloriques. Pire encore, certains ont la mauvaise idée de transformer leurs cheat meals en cheat days et donc leur semaine de sacrifice alimentaire en cheat weeks. Ces individus croient à tort que comme The Rock et bien d'autres sur Instagram ou Snapchat, leurs épisodes de boulimie de malbouffe n'auront aucun impact sur leur tour de taille. Sauf que, reality check les amis, si, pour 99% d'entre vous, ces orgies de junk food auront un impact délétère quasi indélébile sur votre perte de gras. Cela ne veut évidemment pas dire que vous ne devez pas vous faire plaisir de temps à autre, bien sûr que si. Cela veut simplement dire que pour bien réussir votre cheat meal afin qu'il ne ruine pas ou plus vos efforts alimentaires, le total calorique de vos journées de réalimentation ne doit jamais excéder de plus de 500 calories vos besoins énergétiques de maintenance, cheat meal inclus. Un cheat meal ne doit pas être non plus la porte ouverte à une boulimie de malbouffe. Même durant ce repas, faites attention à ce que vous mangez. Évitez l'excès de sucre rapide et de mauvaise graisse. Privilégiez les protéines, les fibres et les sucres lents et tâchez de rester toujours plus ou moins dans vos macros. De 3, sauf rares exceptions, un cheat meal ne doit jamais se transformer en cheat day. Cantonnez-vous à un seul repas plaisir par semaine, en particulier si vous êtes loin d'avoir atteint votre taux de masse grasse idéal. De 4 enfin, pour finir, faites attention à l'excès d'alcool et ce pour au moins 2 raisons. D'un, parce que l'alcool est une source de calories vides qui s'ajoute inutilement à votre total calorique de la journée. Et de 2 enfin, parce qu'il est démontré que l'alcool amène à une désinhibition qui nous pousse à manger beaucoup plus de merde, donc à augmenter notre total calorique. Erreur numéro 9. Vous dormez peu et ou mal. Oui les amis, mal dormir ou pas assez peut significativement freiner votre perte de gras. Je sais, ça va pas mal à contresens du poncif qui veut que dormir soit synonyme de paresse et donc d'adiposité. Mais bien dormir est une condition quasi sine qua non pour réussir à perdre durablement et efficacement de la graisse. Pourquoi vous demandez-vous ? Tout simplement parce que le manque de sommeil affecte la perte de masse grasse sur plusieurs plans. Pour commencer, un manque chronique de sommeil influence négativement 2 hormones importantes dans le contrôle de l'appétit et la régulation des stocks de graisse corporelle, la leptine et la gréline. Une étude publiée en 2004 a notamment révélé qu'en cas de privation chronique de sommeil, les taux de leptine avaient tendance à diminuer et les taux de gréline, eux, à augmenter, ce qui se traduisait en aval par une augmentation de l'appétit et une plus grande difficulté à brûler de la graisse. De 2, la privation chronique de sommeil provoque également une hausse des taux de l'hormone du stress, le cortisol. Or, comme je l'ai mentionné dans plusieurs de mes vidéos, une hausse de la cortisolémie est associée à une augmentation de l'adiposité, notamment au niveau abdominal. De 3, corollaire probable de ces effets physiologiques délétères, un manque chronique de sommeil altère également notre prise de décision, de même que notre motivation et notre volonté à bien manger.
Une étude révèle en ce sens que l'activité des aires de notre cerveau où siègent nos désirs et la prise de décision quant à nos choix alimentaires serait altérée par un manque chronique de sommeil, en conséquence de quoi nous serions davantage tentés par les aliments plaisir qui favorisent la prise de poids et à nous servir des portions plus grandes. Une seule nuit de privation de sommeil suffirait pour constater cet effet néfaste. Erreur numéro 10. Vous ne traitez pas vos troubles métaboliques latents. Alors attention les amis, avant d'aborder ce dernier point, je tiens à mentionner deux choses importantes. Primo, le constat que je dresse ici ne vous dispense évidemment pas de l'avis d'un professionnel de la santé compétent, ni des examens complémentaires nécessaires pour en confirmer ou non le diagnostic. Deuxièmement, c'est que les cas des personnes qui n'arrivent pas ou plus à perdre de la graisse en raison d'un dysfonctionnement physiologique sont plutôt l'exception que la règle. Par conséquent, avant de sauter à la conclusion que si vous n'arrivez pas ou plus à perdre de la graisse, c'est à cause d'un déséquilibre hormonal, envisagez d'abord des hypothèses plus vraisemblables, comme le fait que vous ne mangiez pas aussi bien ou que vous ne vous dépensiez pas autant que vous le pensez, ou que vous commettiez l'une des 9 autres erreurs évoquées dans cette mini-série. Ceci étant dit, il arrive en effet que malgré une exécution parfaite d'un plan alimentaire et d'un programme d'entraînement bien conçu et cohérent, certaines personnes rencontrent de grandes difficultés à perdre de la graisse. Dans ce cas de figure, l'hypothèse d'un dysfonctionnement hormonal peut s'envisager, car plusieurs conditions de santé peuvent en effet ralentir, sinon carrément entraver votre perte de masse grasse, parmi lesquelles l'hypothyroïdie, autrement dit le ralentissement de l'activité de votre glande thyroïde. De 2, l'hypercortisolémie, autrement dit l'élévation chronique de vos taux de cortisol comme dans le cas du syndrome de Cushing. De 3, l'hypoandrogénie, autrement dit la réduction marquée et constante de vos taux de testostérone, laquelle touche souvent les hommes âgés et ou ayant une mauvaise hygiène de vie. De 4, le syndrome des ovaires polykystiques qui touche uniquement les femmes. Et de 5 enfin, le diabète de type 2 qui réduit la sensibilité de vos cellules à l'action de l'insuline. Certains médicaments peuvent également freiner ou entraver votre perte de masse grasse comme les médicaments hormonostéroïdiens comme la prédnisone et les pilules contraceptives. De 2, les médicaments contre le diabète tels que l'insuline et les sulfonylurées. De 3, les antipsychotiques tels que la clozapine et le lithium. De 4, les antidépresseurs comme la paroxétine et la sertraline. De 5, les médicaments contre l'épilepsie comme le valproate et la gabapentine. Et de 6, enfin, les médicaments réduisant la pression artérielle comme les bêta-bloquants tels que le propranolol et le métropolol. Si sur la base des symptômes que vous expérimentez, vous suspectez l'une de ces pathologies et ou l'un de ces médicaments d'être responsable de votre prise de gras ou de votre incapacité à en perdre malgré vos efforts, alors discutez-en avec votre médecin traitant. Vous trouverez peut-être ensemble une solution satisfaisante pour lever cette barrière physiologique qui réduit vos efforts à néant. Et voilà donc pour les 10 erreurs involontaires que vous pourriez commettre et qui vous empêchent de perdre de la graisse. Si vous avez du mal ou eu du mal à perdre de la graisse et que vous avez réussi à surmonter ce plateau ou pas, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience en commentaire. Pour ma part, je réalise de plus en plus à travers mon métier de coach que tant en termes de développement musculaire que de perte de gras, nous ne sommes vraiment pas tous égaux. Certaines personnes gagnent naturellement vite du muscle tandis que d'autres ont toutes les misères du monde à y arriver. Certains sèchent en une semaine chrono tandis que d'autres prennent de la graisse rien qu'en envisageant une part de gâteau. Cela dit, l'iniquité de Mère Nature ne doit en aucun cas constituer un frein et encore moins une excuse pour ne pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer. Nous n'avons certes pas tous reçu les mêmes cartes du destin, mais c'est à nous et à nous seuls qu'appartient la décision de comment jouer notre main. Bref les amis, platitude philosophique à l'écart, c'était Alex. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez accéder à du contenu similaire, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche ici pour être notifié lorsque je publierai de prochaines vidéos. Merci à vous et à très bientôt.